Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'agriculture a occupé une place dérisoire, c'était devenu le cas. Mais tout à fait à l'origine, après les indépendances, ce n'était pas le cas. Non. Mais dans la phase de, disons, consensus de Washington, libéralisation à outrance, réduction du rôle des États, réduction du rôle des budgets publics et des services publics, on est arrivé à une phase où malheureusement tout le monde, y compris l'Europe, et d'une certaine façon la France, un peu moins que les autres, mais quand même, on était descendu infiniment trop bas à partir d'une idée simplette, qui était que l'avenir, ce n'était que le développement moderne, industrie, transport, services, etc. C'est évidemment une mauvaise idée, mais depuis qu'on a redécouvert enfin que l'agriculture avait de multiples fonctions et que ça ne servait pas qu'à nourrir, ce qui est déjà vital, mais plus les autres fonctions, je crois qu'on va repartir dans l'autre sens maintenant. Alors la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui n'est pas évident, enfin, qu'il faut clarifier. Je réponds de deux façons apparemment contradictoires. D'abord, l'idée européenne post-moderne que la souveraineté c'est mal, que c'est dépassé, que le souverainisme est une sorte de maladie de l'esprit, ça c'est une vision européenne qui n'est pas du tout partagée dans le monde, parce que à peu près partout dans le monde, les peuples considèrent que la conquête de leur souveraineté est un élément important de leur histoire et de leur accomplissement politique. Donc l'idée que la souveraineté c'est forcément mal, ça c'est lié aux sortes de batailles internes politiques franco-françaises ou autres. Bon, maintenant, souveraineté, ça ne veut pas dire d'être hérissé de petits camps dans tous les sens, c'est être incapable de travailler avec les autres. Donc la combinaison médane, c'est comment les peuples peuvent garder leur influence sur leur propre destin, leur souveraineté politique, tout en l'exerçant en commun. C'est le cas de la construction européenne, mais sans l'abandonner. Et tous ceux qui ont prêché l'abandon les abandons de souveraineté se sont pas rendus compte qu'ils ont creusé un fossé entre les élites intégrationnistes en Europe ou fédéralistes et les populations normales. Parce que ce qu'ont vu les gens normaux, c'est que toute la souveraineté abandonnée par les gouvernements, qu'est-ce qu'il a récupéré? C'est les marchés en fait. C'est des marchés eux-mêmes devenus fous. Et ce n'est pas des superstructures supranationales. Donc il y a un malentendu à ce sujet. Et je pense qu'il faut reprendre le mot de souveraineté de façon plus raisonnable. Souveraineté alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on peut être autosuffisant, c'est mieux. Mais est-ce qu'on doit être autosuffisant globalement sur toutes les productions, en faisant comme si on n'allait plus du tout commercer? C'est une illusion, ça. Et les consommateurs d'aujourd'hui ont pris des habitudes telles que c'est impossible. Mais ça va être un peu corrigé parce qu'il y aura une augmentation régulière, inévitable du coût des transports qui va conduire à relocaliser progressivement les consommations, les habitudes, et que d'autre part, pour qu'un produit frais, entre guillemets, vienne de l'autre bout du monde, après 10 000 km en avion, il faut le bruit de pesticides et différents produits que progressivement les consommateurs vont rejeter. Donc il y a une tendance générale, je pense, pas en termes de, je dirais pas en termes de souveraineté, mais en termes de re-régionalisation, de relocalisation pour partie, en tout cas. Bon, après, il faut éviter en matière alimentaire d'avoir à dépendre pour ce qui est vital dans la vie des gens, ça dépend des pays, d'avoir à dépendre uniquement du marché mondial. Donc je le dirais par des périphrases plutôt que par le mot de souveraineté, mais je comprends l'idée. L'idéal, ce serait que différentes régions du monde comprennent ce que les Européens ont compris au moment du début du marché commun, qui est l'intelligence de créer une politique agricole commune. Alors entre qui et qui, c'est à voir. Les pays latino-américains pourraient peut-être le faire, d'autres, sauf qu'il y avait beaucoup de pays dans le monde qui sont concurrents. Par exemple, imaginons qu'il y ait l'Union du Maghreb arabe, qui n'existe pas aujourd'hui, et la PAC, ça n'a pas de sens pour eux, ils font les mêmes choses. Ils manquent des mêmes produits et ils font les mêmes choses. Donc il y a beaucoup de régions du monde. Donc il faut trouver des régions, comme est l'Europe justement, à cause de sa position géographique, intermédiaire, tempérée, différents climats, différentes productions. Il y a un peu de tout en Europe, donc c'est un sens énorme. C'est la diversité qui... C'est pas simplement la volonté politique de faire la PAC, il faut qu'il y ait une zone de, disons, de cohérence et de diversité alimentaire. Aujourd'hui, avec l'interconnexion, Internet, les gens sont submergés de millions d'informations dans tous les sens, tout ça se mélange, et l'éducation de demain, c'est trier. Oui. Comment trier dans tout ça? Comment trier, structurer, organiser, faire des liens logiques. Donc, à mon avis, la meilleure compréhension de l'alimentation fait partie d'un ensemble. Mais on aura du mal à avoir une sorte de programme isolé. Mais vous aurez l'alimentation, vous aurez une meilleure connaissance du monde, vous aurez une éducation écologique, pas sous la forme phobique, hystérique, mais sous une forme scientifique, rationnelle. Donc ça forme un tout, et votre
citoyen de demain, au courant des choses, qui comprend sans idéalisme et sans fatalisme, avec volonté, comment fonctionne le monde. Bien sûr, il doit avoir une connaissance de l'alimentation et des grands domaines de l'écologie et de la santé publique beaucoup plus élevée. On pourrait le dire en santé publique aussi, où il y a des progrès, même dans des pays très avancés, vous avez des progrès formidables à faire en prévention. Mais la prévention, c'est aussi une alimentation saine. Donc qu'est-ce que c'est que l'alimentation saine? Comment moi, consommateur en bout de circuit, dans mon assiette, comment est-ce que je peux choisir une alimentation saine ou pas saine? Donc je trouve ça très très bien. C'est une orientation excellente, mais que je place dans un ensemble. Comment transformer un scandale en quelque chose de pédagogique? Comment récupérer une opinion qui a été sensibilisée parce qu'elle a été épouvantée par quelque chose en quelque chose de progressif et d'intelligent? C'est ça la transformation. Il faut prendre la matière première, c'est pas une opinion disponible pour avoir des cours du soir sur l'alimentation, c'est une opinion scandalisée, révoltée, épouvantée, terrorisée, indignée par quelque chose. Bon, il faut refroidir cette opinion hystérisée pour créer de l'intérêt, de la curiosité qui fera progresser la compréhension. On a le sentiment qu'on va vers une société un peu magique, c'est-à-dire qui ne comprend plus ce qui l'entoure, qui ne comprend plus le monde tel qu'il est. J'espère que c'est une phase. Oui, transitoire. Oui, oui. D'où l'éducation. Oui. Passer du magique à l'enchanté, oui. mais pas du... On est en train de régresser dans le magique, ou je dis plus méchamment que vous, l'hystérique. Bon, il faut revenir à une maîtrise des éléments, pour que les gens redécouvrent qu'ils peuvent avoir une maîtrise sur leur propre destin individuel ou collectif. Mais par le biais de la raison, pas par le biais de l'émotion. Donc il y a quand même une lutte avec le système médiatique, qui est bourré de gens très bien d'ailleurs, mais le système en tant que tel pense qu'il ne peut survivre. Quelle émotion? Oui, donc quelle émotion? Tout. Donc comment on capte cette opinion qui est comme ça, qui est en permanence? Qui génère de la peur. Oui. Le système est anxiogène. Et ce n'est pas intéressant, le système anxiogène, pour faire réfléchir.